Jean-Claude, je te laisse me rejoindre sous vos applaudissements également. Alors, Jean-Claude Galota, oui, tu es avec nous ce soir, chorégraphe et danseur de renommée internationale. Merci. Voilà. Tu es reconnu comme l'un des représentants les plus importants de la danse contemporaine française. Et tu as travaillé avec les plus grands. On peut notamment citer Merce Cunningham, qui est un de tes maîtres, ton premier maître en tout cas, que tu as rencontré à New York à la fin des années 70. Dans tes pièces les plus connues des années 80, on a Ulysse, Daphnis et Chloé ou encore Mamam. Plus récemment, on peut citer Le jour se rêve, Comme un trio ou encore Pénélope. Et ce que tu aimes en tant que chorégraphe, c'est les lignes pures, l'aspect théâtral, les touches d'humour et la singularité des corps. Et puis laisser place aussi à la musique dans ta scénographie, ce qu'on a pu voir là à l'instant. Parallèlement à tes créations, tu transmets des pièces au Ballet des Opéras de Paris, de Lyon, de Bordeaux, entre autres. Et tu es aujourd'hui hébergé avec ta compagnie à la MC2 Grenoble. Un immense merci, Jean-Claude, d'être avec nous ce soir pour parler d'échecs connus dans ta carrière de chorégraphe. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci. Après tous ces témoignages, voilà, c'est émouvant, hein, très émouvant d'entendre ces témoignages. Voilà. Donc, j'espère qu'on a amené un peu de fraîcheur, voilà, un peu d'espoir avec la danse, voilà, ces deux filles sur le petit plateau. Voilà. Alors justement, ce soir, on a parlé d'échecs dans le monde du sport, dans le monde de l'entrepreneuriat. Finalement, dans cet univers de la danse qui peut-être est un peu à la croisée des chemins entre l'art et le sport, comment est-ce qu'on conçoit l'échec ? Alors, c'est vrai que en tant qu'artiste, enfin créateur, on fait une création par an ou tous les 2 ans. Et en fait, chaque fois, eh ben, c'est un pari. On ne sait pas si la création va fonctionner, va marcher sur le public, sur les critiques, ou si ça va être un grand succès. Donc, nous, on ne dit pas échec, on dit flop. Voilà. C'est un flop ou c'est un succès. Et donc, on est constamment avec cette idée-là, et dès le départ, en fait. Et je dirais presque, contrairement aux sportifs, c'est qu'on n'a pas de chiffres, de numéros. En fait, c'est purement émotionnel. C'est la réaction du public, ça va être la réaction d'un critique qui n'aime pas ce que j'ai fait. Donc on est vraiment, c'est l'aléatoire total. On n'a aucune règle pour savoir si ça va marcher ou pas. Aucune. 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 Ouais. Un sportif, il peut se dire, bah, je suis en forme, je vais gagner la course. Moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Voilà, je peux me tromper complètement, être à côté de la plaque. Voilà, même si je vois ce que je fais, je me dis, ah, c'est pas mal. Mais je ne sais pas si le public va aimer. Absolument pas. Ok, alors on est dans les années 80, là, au moment de tes pièces Ulysse et Daphnis et Chloé, qui deviendront emblématiques. Et tu aimes te définir à l'époque comme un petit provincial qui démarre dans la chorégraphie. Et puis tu reçois une invitation assez incroyable à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en parler ? Et oui, alors, donc on est dans les années 80. L'Opéra de Paris est en crise et il vise quelqu'un de très, très important. Et là arrive Rodolphe Nureyev. Alors, je ne sais pas si on le connaît encore. Oui, voilà. Enfin, ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sa vie, c'est incroyable. C'est, à l'époque, le plus grand danseur du monde. Et donc, l'Opéra de Paris attrape Rodolphe Nureyev. Il aime bien Paris. Il se dit, pourquoi pas ? Et il devient directeur de l'Opéra de Paris. Et à ce moment-là, il aime bien les choses aventureuses. Et donc, il entend parler de ce petit provincial grenoblois. Et ça lui donne envie de le rencontrer. Donc, il vient voir un spectacle. Il est content, il est fasciné. Ça va, tu n'étais pas trop stressé à ce moment-là ? Nureyev dans la pièce. Ah oui, valait mieux. Je ne savais pas. Et du coup, il m'invite pour faire un grand ballet à l'Opéra de Paris. Et moi, je me dis, ça y est, c'est ma carrière qui commence. Il ne faut pas que je loupe ça. C'est vraiment important. Bon, j'ai la trouille, hein, parce qu'il faut tous les danseurs, les étoiles, il faut s'occuper de tout le monde. Donc, j'y vais. Et donc, je lui propose un grand ballet qui s'appelle Citadelle.
Et l'idée, c'est que tous les danseurs de l'opéra, ils sont une centaine, ils sont comme sous terre. On est dans un drôle de décor. Et il y a deux anges qui décident qui ira au paradis ou pas. Et donc ils sont là, ils parlent. Chaque danseur montre quelque chose. Et donc selon le choix de sa danse, il y a une grande échelle qui monte vers le toit. Il y en a un qui monte, et puis un autre. Et pendant ce temps, les autres dansent. Et ça, c'est la première partie. Je raconte ça, hein. Donc il m'écoute bien. Voilà. Et après, je dis, il y a le rideau qui descend, il y a une sorte d'entracte. Et là, il faut qu'il y ait un ancien danseur qui transmette son savoir à un jeune danseur. Et je lui dis, Monsieur Nureyev, ça serait bien que ce soit vous. Est-ce que vous acceptez? Il me fait, mais si vous me choisissez, je le prends. Parce qu'il avait l'accent russe. Alors, je dis, ben voilà, formidable. Et il va transmettre à un jeune danseur son savoir, devant le rideau de fer. Le rideau se lève, et là, tout à coup, ce qu'on avait vu en noir et terrible devient tout blanc. Le paradis, l'Olympe. Et là, tous les danseurs qui ont été choisis font quelque chose d'extraordinaire. Et il me dit, mais c'est un beau projet. Et je dis, ben voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le projet. C'est le projet. Tu lui exposes, vous êtes d'accord avec ça. Voilà. Et là, c'est parti. Pendant un mois, à l'Opéra de Paris, tu travailles je travaille avec ces 100 danseurs. Non, non, pas encore. Ah non, pas encore. Justement. Alors, je dis, ça va? Alors, il me dit, parfait. On se rappelle? Parfait. On se rappelle? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, il y a les syndicats qui ont un problème à l'opéra, donc il faut qu'on se voit. Alors, je lui explique, mais moi j'ai vraiment besoin, parce que les deux angelots dont j'avais besoin, c'était deux danseurs de la compagnie qui étaient aussi des acteurs, qui devaient parler, qui étaient un peu âgés. Et il me dit... Et qui ne sont pas rattachés en tant que tels à l'Opéra de Paris. Voilà, exactement. Et il me dit, ça c'est un problème. On ne peut pas les prendre. Alors je dis, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose, monsieur Nureyev, j'ai vraiment besoin d'eux, c'est vraiment ma racine. Il dit, bon, je vais voir. On attend encore. Et il me dit... On attend, mais on continue à travailler. Voilà, tu exactement, travailles. Exactement. Et là, il me dit, il faut vraiment rencontrer les syndicats. Et là, j'arrive à Paris, donc, et il y a une trentaine de personnes derrière une table. Et je dois exposer de nouveau le projet. Et ils m'arrêtent et me disent, mais monsieur Galota, est-ce que vous pensez que les deux angelots, on ne peut pas les danser? On ne peut pas le faire? Et je dis, mais non, parce que c'est vraiment là-dessus que ça tient, c'est des acteurs, etc. Il dit, ben non, c'est pas possible. Et Nureyev me dit, ben on ne peut pas faire le projet si tu résistes. Et j'ai pas fait le projet. Parce que tu as résisté. Parce que, pour moi, je ne voyais pas d'issue. J'avais vraiment besoin d'eux. Mélange de peur, peut-être d'ego, je ne sais pas, parce que je savais, et ça je vais changer en fait, on en reparlera, c'est que je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse changer les choses. Quand on a réalisé quelque chose dans sa tête, on veut le réaliser. Et on pense que c'est ça un grand artiste. Et là, c'est l'échec. Là, j'abandonne et je me dis, je rate le coche, je rate mon histoire, je rate l'Opéra de Paris, donc ma carrière est foutue. Voilà, je pense comme ça. Et comment tu vis les choses à ce moment-là? Ok, c'est foutu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le monde s'écroule, je me dis, je ne suis pas bon, j'y arrive pas, j'ai raté mon truc, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, j'y arrive pas. Je me déçois, enfin je me dis, je déçois les autres, c'est terrible, quoi. C'est vraiment l'anéantissement total. Je me dis, j'ai raté mon truc, quoi. Et cette passe terrible, elle dure combien de temps? Alors, justement, je suis bien entouré. Moi, j'ai commencé par la peinture. J'ai été très solitaire et très dépressif. Et j'ai choisi la danse parce qu'on partage avec des danseurs, on partage avec une équipe. Et c'est eux qui me remontent le moral. C'est Mathilde, c'est les autres, c'est toute l'équipe. Et tout à coup, on se dit, on peut refaire quelque chose, on peut repartir.
c'est vraiment l'idée de l'équipe. Ça, c'est énorme, c'est énorme. La solitude, c'est terrible. Mais l'équipe, elle aide, elle nous permet d'imaginer des choses. Alors on chiale un peu, mais on y va. On a envie d'écouter et on rebondit. Et il y a quoi d'autre quand même qui te permet de digérer cet échec-là? Parce que c'est difficile, c'est potentiellement ce que tu vois, toi, c'est la fin de ta carrière. Comment tu digères autrement que grâce à l'équipe? Ben, c'est vraiment ça. Un jour, j'ai vu un film sur les carrières de danseurs et quelqu'un arrive en pleurant parce qu'il a raté sa danse. Et le professeur, il regarde comme ça et il y a une barre qui est là et il fait juste... Voilà, c'est le travail. Le courage et le travail. Il faut repartir. Il faut recommencer. Même en pleurant, même le cœur gros, on recommence. Et on s'aperçoit qu'on y arrive. C'est ça qui est incroyable. Même avec la douleur, on arrive à faire des mouvements, à faire des gestes, et on repart. Et l'équipe est là, donc on leur monte des pas, ils le renvoient, donc ça y est, ça échange. Et quelque chose naît. Dès qu'il y a une naissance, un geste que quelqu'un reprend, ça y est, ça repousse, et on continue. Donc effectivement, un spoiler alerte, vu la carrière qu'a eu Jean-Claude, vous imaginez bien que ça ne s'est pas arrêté à ce Citadelle raté, du coup. Donc tu concrétises un autre ballet pour l'Opéra de Paris ensuite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors après, il y a eu un Ulysse qui a aussi raté. Donc ça, un deuxième échec. Deuxième échec. Tu peux nous en dire un peu plus si tu veux. Oui, en fait, je devais faire un Ulysse et puis un ballet en plus avec un solo avec une personnalité importante. Et je dis au directeur de l'opéra, qui n'est plus Rodolphe Nureyev à l'époque, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut? Quelqu'un de très important. Et je dis, mais comme qui, par exemple? Comme Marlon Brando, je dis. Voilà. Et je dis, mais Marlon Brando quand même. Et il me dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je dis Fellini. Federico Fellini, vous le connaissez encore? Bon, ça va alors. Non, parce que maintenant je parle aux jeunes, ils ne savent plus. Hein. Voilà. Donc Fellini. Alors là, le directeur de l'opéra me dit, ah mais c'est formidable, parce que Fellini pour nous, c'est le plus grand metteur en scène d'opéra. Donc Jean-Claude, on va y aller ensemble, on va aller voir Fellini. Toi, tu lui proposes le spectacle, et moi, je lui propose de faire un opéra. Et nous voilà partis pour Rome. Voilà. Donc on y va. Et je rencontre Fellini. Et je commence, donc c'est moi qui commence, et je lui explique, tremblant, le ballet. Et là, il me regarde et puis il me dit, est-ce que vous avez pensé à quelqu'un d'autre si je ne le fais pas? Alors moi, je dis, pour être tenace et fier, je lui dis, oui, Marlon Brando. Il me regarde, puis il fait, ah, la gaffe. Il ne faut jamais dire à quelqu'un qu'on souhaite que quelqu'un est là pour le remplacer. Voilà, donc une petite claque, va te coucher. Donc là, tout penaud, bon, je me mets à place. Et après, c'est au directeur de l'Opéra de Paris, donc il refait un. Et Fellini le regarde, dit, écoutez, franchement, pour mettre un projecteur à gauche et un projecteur à droite, vous n'avez pas besoin de moi, en fait. C'est-à-dire que pour lui, le metteur en scène d'opéra se résumait à ça, parce qu'il y a les chanteurs, le chef d'orchestre. Donc, deuxième claque, voilà. Et on est repartis, tous les deux, sans rien. Et le projet ne s'est pas fait. Du coup, il a été viré. Moi, j'ai arrêté. Et du coup, c'est resté comme ça, suspendu. Donc, décidément, l'Opéra de Paris te boude. Ouais, j'y arrive pas. Et heureusement, une femme arrive, Brigitte Lefebvre, et là, elle a su tout ce qui s'était passé. Et là, elle me dit, Jean-Claude, tu peux faire les variations d'Ulysse avec Patrick Dupont, Pietra Gala. Voilà, et là, ça a été un grand succès. Ouf voilà. Il est là. Ouais. Enfin, effectivement. Alors finalement, avec le recul aujourd'hui, c'est une sacrée réussite. Mais si on revient un petit peu sur les deux échecs d'avant, quels sont les ingrédients qui font que ça plante? C'est à la fois
encore une fois, à l'époque, je pensais que quand on veut faire quelque chose, on ne peut pas le bouger, comme si on est un grand artiste pour ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment fier de ce qu'on veut faire. Donc c'est un peu d'orgueil et aussi beaucoup de peur, parce que je m'appuyais sur les deux danseurs dont j'avais besoin. Donc vraiment, j'étais accroché à ça. Et je pense que c'est ça l'erreur. Et avec le Jean-Claude que tu es aujourd'hui, du coup, si c'était à refaire sur ce premier opéra, tu dis quoi au syndicat? Alors, justement, c'est ce que vous avez vécu ici. C'est que l'adaptation est une création. C'est pas quelque chose qui minimise, c'est quelque chose qui grandit. Regardez ce petit plateau. Jamais on danse là-dessus. Et les deux filles, ça a été formidable. Elles l'ont fait. Je sais maintenant m'habituer. Donc j'aurais dit, bah, c'est pas grave, on enlève ces deux danseurs et on en prend deux à l'opéra. Et j'aurais trouvé peut-être des danseurs encore meilleurs, des gens encore meilleurs. Donc encore une fois, on voit toutes les scènes du monde et chaque fois elles sont différentes. Donc je rentre chez moi si je veux absolument la même. Donc il faut absolument que je organise ce nouveau théâtre avec la nouvelle chorégraphie et on crée en fait, on recrée pour adapter. Et donc là, on trouve de la richesse, on trouve de la force, on est créatif, on n'est pas bloqué. Et je m'aperçois que justement, un artiste, il ne doit pas se fixer en se disant « ça, c'est immuable ». Il faut vraiment, au contraire, qu'on puisse s'adapter. Mais c'est difficile parce que savoir... Quel est le fil, en fait? À un moment donné, ce qui est immuable, c'est aussi ce qui t'appartient, ce qui fait ton identité. Donc comment tu trouves le juste milieu entre cette remise en question qui est nécessaire et celle qui serait profonde et qui t'emmènerait peut-être au fond du seau, quoi, en quelque sorte? Ben parce que, en fait, la création, c'est une écriture. C'est comme une chanson, en fait. Une chanson qui peut être jouée à la guitare, avec la voix ou avec un grand orchestre. Il faut réécrire les choses, au fond. Donc, quand on a un espace, on s'aperçoit qu'il ne correspond pas à ce qu'on avait prévu, mais on recrée, on réécrit. On se dit, mais là, on peut aller à cet endroit-là. Là, on s'arrête ici, comme on a fait là. Tout ce qu'elles font sur 20 mètres, ben voilà, elles l'ont fait sur 6 mètres. Voilà, on réadapte, en fait, la chorégraphie en changeant le rythme. En fait, il faut avoir l'écriture en soi pour dire comment on l'adapte. C'est ce que fait très bien la musique, au fond. On peut faire 3 petites notes sur un piano, et ces 3 petites notes, elles peuvent être engagées à un grand orchestre. Après, il faut savoir le réécrire. Donc l'adaptation, et qu'est-ce qu'on aurait d'autre en ingrédient essentiel du rebond, finalement? Les autres. Parler, c'est guérir. En parlant avec les autres, on se guérit et on guérit l'autre. Donc il y a vraiment ce besoin de dialogue et vraiment le partage. Et puis de travailler ensemble. Et on voit ce que les gens ont très profondément, une âme, et on peut le voir, on peut le sentir, et on travaille avec eux. Et ils vous le renvoient. Donc l'adaptation, les autres, un dernier ingrédient? L'humour. Non, j'en ai pas beaucoup ce soir, pardon. Hein. Oh. Mais voilà, savoir prendre les choses avec l'ironie, un peu d'humour, rebondir. Ça permet de décontracter. Même des fois, on travaille avec des danseurs, on est tous coincés parce qu'on ne se connaît pas. Et puis l'humour, il permet justement la fluidité des corps. Voilà. Ok. Mot de la fin, peut-être, Jean-Claude. C'est quoi, finalement, être résilient pour toi? Ben, c'est vraiment comme d'être là ce soir. Moi, j'ai le cœur qui bat. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter dans ce petit tabouret, là, dans tous ces gens? Et puis voilà, ton sourire, hop. Et puis je me dis, il faut bien que je raconte quelque chose, quoi. Donc, et ça vient, voilà. Ça vient, et puis on partage, voilà, on se dit, voilà, je me sens mieux, en fait. Je ne sais pas si j'ai été bon, mais je me sens mieux, voilà. Voilà, c'est le temps de parole. Le temps, tiens. Voilà un bel allié. Voilà, il faut être l'allié du temps. Voilà, je dirais ça. Il faut être un allié du temps. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Merci.
Un immense merci Jean-Claude. Voilà, je suis très touchée de ton témoignage. Ouais, merci beaucoup. Merci, super. Merci. Hein, voilà.